Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine où on va regarder essentiellement la pleine lune en Bélier, qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi pour la France. On va regarder aussi l'aspect de Mercure en carré à Pluton, qui a lieu le lendemain de la pleine lune. Donc on a, j'allais dire, un contexte pour pour avoir des informations en lien avec la pleine lune, avec Mercure, le messager des dieux, qui est quand même en aspect de tension avec Pluton, donc il peut y avoir une intensité dans notre façon d'appréhender les choses d'un point de vue mental. Donc je tiens à le souligner, j'allais dire, avant de regarder un peu plus la symbolique de la pleine lune. Et puis on finit la semaine avec un aspect de Vénus opposé à Saturne. Vénus actuellement est en Vierge, c'est la régente du Soleil en Balance, et les aspects Vénus-Saturne n'ont pas toujours très bonne réputation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la froideur, de la mise à distance des sentiments, de la difficulté amoureuse. Alors peut-être que le petit bémol, c'est que mercredi, on a Vénus en sextile à Jupiter, donc on a quelque chose qui vient un petit peu nuancer, et peut-être que de cette confrontation, entre guillemets, de Vénus et Saturne avec certaines réalités, certaines limites, mais aussi certains engagements, bah, on peut, avec l'aide de Jupiter, trouver du sens, ouvrir de nouveaux possibles et peut-être permettre à certaines relations d'ouvrir de nouveaux chemins. Alors, pourquoi je vous parle des relations? Parce que l'axe de la pleine lune, l'axe bélier-balance, est un axe relationnel. Dans le bélier, on est dans cette quête du je suis, de comment on peut tracer nos routes. Lorsque la lune est dans ce signe, pour moi, elle évoque la déesse Artémis ou les déesses Amazones, comment on peut récupérer un espace de virginité euh, qui a besoin quelque part dans la lune de se nourrir de ses clairières, de ses solitudes, là où actuellement le soleil va éclairer la balance. Alors il faut savoir que pour la tradition hellénistique, le soleil est en chute, en balance. Pourquoi? Parce que le soleil est exalté dans le signe du bélier, ce qui fait sens, le soleil exalté dans le signe du bélier, on est dans la glorification, on pourrait dire, de l'individu, de la quête du héros, et en balance, vous êtes dans la quête du lien. Donc là, on a un petit peu une pleine lune qui va mettre en lumière comment j'ai un besoin fondamental, lunaire, mais si vous prenez aussi la lune comme l'entendaient les anciens, c'était vraiment comment dans notre corps et dans notre vie quotidienne, on allait pouvoir mettre en place, j'allais dire, les choses en lien avec la matière, avec quelque chose qui était... La lune était plus en charge, on pourrait dire, des affaires communes, là où le soleil, il allait éclairer une quête de conscience qui allait nous faire toucher une partie éternelle qui ne mourrait jamais en nous. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on avait cette pleine lune avec un soleil en balance qui peut éclairer notre quête du lien, notre quête idéale de l'harmonie, notre quête idéale peut-être aussi de cette autre personne qui viendrait compléter quelque chose de nous-mêmes. Et là, vous avez la lune en bélier qui n'est pas forcément à l'aise en bélier. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le domaine de Mars, c'est-à-dire que c'est une lune qui va se construire dans son individualité, dans son autonomie, qui va chercher à s'affranchir aussi de certaines mémoires et de certaines sécurités. Mais c'est peut-être comme si on avait besoin de récupérer, pour certains d'entre nous, ça va comme toujours dépendre de l'activation de cet axe dans votre thème, si vous avez déjà beaucoup de planètes ou si au contraire vous avez des planètes dans l'axe du Cancer-Capricorne qui se trouvent en carré à cet axe-là, mais aussi dans quelle maison se trouve. Donc il y a toutes ces subtilités. Et j'ai pas encore trouvé, peut-être en créant un abonnement mensuel pour l'année prochaine, pour vous aider à appliquer ce que je dis dans les vidéos dans vos thèmes personnels. Ce serait un petit peu mon idée, mais je dois encore trouver comment le faire. Mais voilà, on est vraiment dans une, euh, j'allais dire, mise en lumière, puisque les pleines lunes, c'est ce qu'elles font, c'est-à-dire que vous avez le soleil qui est opposé à la lune, avec le plus de distance, qui est cet axe de 280 degrés qui est l'opposition. L'opposition en astrologie ancienne, c'est de la nature de Saturne. Donc il peut y avoir aussi une tension qui est créatrice, mais une tension qui semble irréconciliable, souvent avec une opposition, c'est-à-dire comment je peux vivre cet idéal du lien, de l'harmonie, de la perfection, de la beauté, de, de vraiment, vous savez, être juste, avec là une lune qui pourrait dire réclame notre attention, comme si c'était Artémis. Alors Artémis, vous savez, c'est une déesse lunaire
qui est vierge, qui est assez ambiguë dans la mythologie parce qu'elle est à la fois sage-femme et chasseresse. Elle est très proche de son monde instinctuel. Et moi, ce que je retiendrai d'Artémis, c'est cette idée qu'elle évoque en nous ce besoin de retourner dans la clairière. Donc elle est gardienne des forêts, de ces espaces sauvages, et elle va nous parler de retourner en nous dans un endroit qui n'est pas touché justement par la civilisation. Alors pourquoi je parle de la civilisation? Parce que l'énergie de la balance est très liée aux attentes sociétales, à certaines règles tacites du vivre ensemble, à prendre en compte l'autre. On en a besoin, hein. Moi, je vois les incivilités ici sur la route au Guatemala, on a besoin, j'allais dire, de ces règles balance, du vivre ensemble, de l'aisance, hein. Mais la lune en bélier nous réveille dans ce feu primordial euh, d'un besoin d'autonomie, d'un besoin de retour à soi et d'un besoin, vous savez, de se réfugier dans un endroit où les attentes d'autrui, les projections d'autrui n'auraient aucune prise. Et c'est comme si, dans ces espaces où on peut se réfugier, on verrait peut-être plus clair justement dans comment on a envie, parce que là j'évoque le soleil un peu comme une quête, une quête solaire où on chercherait à réaliser quelque chose qui nous ferait toucher une éternité, hein. Donc cette quête du beau, cette quête de l'autre. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette pleine lune par rapport à cet axe-là qui peut être éclairé, qui est chargé d'une intensité. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, la Lune en Bélier, elle est dans le domaine de Mars. Et en étant dans le domaine de Mars, c'est comme si dans son ombre, et d'ailleurs c'est valable souvent pour les personnes qui ont une Lune en Bélier de naissance, il y a ce côté, bah, du coup, je dois défendre mon territoire, et c'est comme un besoin viscéral de mettre à distance l'autre, de me protéger pour ne pas laisser rentrer quelqu'un. Donc, ça va dépendre quelque part, suivant le reste de notre thème, on peut toujours en pleine lune se polariser plus d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire plus du côté de celui qui va incarner le soleil en balance et qui va, quitte à se décentrer de lui-même, hein, quitte à oublier, j'allais dire, son identité solaire, là où le soleil est exalté en bélier, pour se contorsionner, pour s'adapter aux attentes du lien. Et puis vous avez la polarité plus lune en bélier qui, elle, va sentir, en plus Mars est en scorpion, cette envie de piquer, cette envie de sortir d'un schéma, cette envie d'indépendance et qui peut être inflammatoire, hein. Lorsqu'on est dans la lune en bélier ou qu'on est dans le bélier ou dans Mars, il y a un côté inflammatoire, piquant, euh, impulsif, hein. Donc, cette impulsivité de vouloir mettre à distance le lien pour protéger cet espace vital, et peut-être comme tout paradoxe et comme j'allais dire, l'étudiante jungienne que je suis, parce que je crois qu'avec Jung, on reste des éternels étudiants toute notre vie, c'est comment on va réconcilier les opposés, donc comment on va réconcilier notre aspiration balance à être en lien avec l'autre, alors que ce soit l'autre d'un point de vue affectif, l'autre d'un point de vue du contrat ou le partenaire, hein, ou le compagnon, la compagnon, hein, c'est pas seulement que d'un point de vue amoureux, hein, ou cet autre aussi en nous, c'est-à-dire ces différentes parties de nous-mêmes, comment on réconcilie cette aspiration et ce besoin fondamental qui n'est pas forcément toujours euh, évident à assumer parce que on pourrait avoir l'impression d'être égoïste, on pourrait avoir l'impression de ne penser qu'à soi, d'être un fuyant, un indépendant. Et pourtant, mais l'indépendance, vous savez, au sens de cette fausse indépendance, puisqu'on est tous en reliance, mais la lune en bélier vient nous rappeler notre besoin fondamental, pour moi, d'autonomie, de clairière, de virginité, pour pouvoir vivre le lien avec plus de, j'allais dire, d'équilibre, qui est en plus la vraie nature du soleil en balance, hein. C'est comment le Saturne est exalté dans le signe de la balance, qui suppose bien que chacun, on ait intégré notre autonomie, notre responsabilité. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière cette semaine, puisque comme je vous le disais, la semaine se termine aussi par une opposition de Vénus avec Saturne. Vénus est la régente de la balance, Saturne est exalté en balance, et une Vénus en vierge, un Vénus étant vierge, elle nous parle aussi d'un endroit de virginité où on n'a pas envie quelque part d'être rencontré parce que on veut protéger, hein. Je vous avais parlé, je pourrais peut-être retrouver cette vidéo où j'évoque l'archétype de Vénus en vierge en lien avec la Corée.
Donc avec cette autosuffisance, cette autodétermination, ce besoin d'être concentré et de ne pas quelque part perdre notre centre ou notre virginité dans le sens de n'appartenir qu'à nous-mêmes. Hein. Et Vénus opposée Saturne, donc l'aspect va être appliquant, c'est-à-dire qu'il va s'intensifier à partir de la pleine lune. Hein. C'est comme si la pleine lune vraiment durait toute cette semaine, peut-être pour culminer aussi avec Vénus-Saturne par une prise de décision. Alors pourquoi une prise de décision? Par une posture nouvelle. Tout le défi, généralement, lorsqu'on a un aspect de Vénus-Saturne, dans notre thème, et là je dirais même archétypalement, peu importe le signe, c'est que Saturne a tendance à inhiber Vénus, a tendance à devenir ce rabat-joie là où Vénus a envie d'exprimer son cœur. Saturne vient lui poser soit un interdit qui date depuis la nuit des temps dans votre lignée ou tout simplement dans la société qui vous dit que c'est pas sérieux, qu'on ne peut pas se perdre par amour. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'axe Vierge-Poisson, et le Poisson est l'exaltation de Vénus, donc il y a quelque chose de plus subtil, où ça peut être aussi voir qu'est-ce qu'on retient dans nos sentiments, qu'est-ce qu'on retient dans l'expression de nos sentiments, et je trouve que cette semaine vient peut-être nous permettre de mettre en lumière qu'on le fait aussi pour protéger ces espaces-là de virginité, de sacré, de nos valeurs, de certaines reliances, et vient nous proposer, avec l'opposition à Saturne, donc peut-être d'une manière un petit peu dure à avaler, où on a l'impression qu'on vit une froideur ou une mise à distance. Je pense que ça peut être aussi l'occasion de voir, mais quel contrat on a envie de passer avec nous-mêmes et donc avec l'autre. Quelles sont les postures à adopter? Et je vous mettrai, je ne me rappelle plus, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est une citation de Rilke ou une citation de Bobin, vous savez, qui vous dit que, je crois que c'est de Bobin, mais je crois qu'il y en a une aussi de Rilke, que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'accompagner aussi l'autre dans ses silences et dans ses espaces, et qu'une des formes d'amour, c'est de respecter ces endroits où l'autre a besoin d'être connecté à sa verticalité, et que deux personnes connectées à leur verticalité peuvent sans doute aussi trouver une façon de vivre le lien tout en respectant cette intimité et peut-être un espace sacré chez l'autre où on n'aura peut-être sans doute pas accès. Et je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du symbolique qui peut évoquer ça. Mais comme je vous le disais, quand on a une pleine lune, Vénus opposée Saturne, même si on a un sextile à Jupiter, ça nous demande vraiment d'avoir une maturité, je trouve, de tous, vous savez, faire preuve d'une responsabilité de nos sentiments, d'une responsabilité de notre posture en relation pour ne pas tomber dans, comme on a eu Chiron l'année dernière, pardon, la semaine dernière, l'activation de ces blessures fondamentales, de ce sentiment qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'il faut beaucoup, souvent avec Vénus-Saturne, vous avez l'impression qu'il faut beaucoup en faire, en plus avec une Vénus en Vierge, vous voyez l'ombre de cet aspect, ça pourrait être vraiment, et du coup je fais aussi cette vidéo pour qu'on ne tombe pas dans cet aspect-là, j'allais dire, pour ne pas être prisonnier de ce langage de cette planète, même si peut-être on peut sans doute le sentir, mais voir l'autre versant qui est Vénus en Vierge, mais qu'est-ce qui me manque? Vous savez, je dois polir encore mon féminin, et cette idée qu'on n'est jamais suffisant, jamais assez pour être digne d'amour, que ça doit être dur, que ça doit être compliqué. Et Vénus opposée Saturne, la lumière, c'est comment on s'engage nous-mêmes avec notre Vénus, comment on s'engage nous-mêmes avec nos limites, avec nos cadres, comment on pose notre posture, comment on a envie d'exprimer nos valeurs, nos désirs et nos aspirations, comment on a aussi cette maturité d'accepter peut-être, avec Saturne en poisson qui vient un petit peu être le rabat-joie du poisson, encore une fois, c'est-à-dire là où on voudrait cette exaltation romantique de la fusion totale. Bon, Saturne nous invite à grandir peut-être dans nos visions aussi de l'amour romantique, et pas de le désenchanter. Je pense pas du tout qu'il s'agit de le désenchanter, mais de voir aussi, surtout dans un monde où on nous a, je trouve, beaucoup appris à rester connectés à nous-mêmes, bah, comment on peut rester connecté à nous-mêmes en acceptant par moments de nous décentrer sainement pour être connecté à l'autre. Hein. Parce que si vous prenez, je crois que je vous l'ai souvent cité, cette sociologue qui s'appelle Eva Illouz, ce qu'elle va beaucoup aussi expliquer dans un livre qui s'appelle La fin de l'amour, c'est que la logique marchande est rentrée dans les relations amoureuses, et que
on veut tellement investir et que ce soit la bonne personne. Vous savez qu'il y a, il y a- il y a- il y a quelque chose, on veut que la personne nous ajoute dans notre quête individuelle et qu'en fait, plus personne ne prend le risque de se décentrer, enfin plus personne, j'exagère, mais de se décentrer, c'est-à-dire d'oser sortir de soi quelque part, de se mettre à côté de soi pour vraiment rencontrer l'autre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est ce paradoxe qu'on doit soutenir, que il y a des moments pour être centré sur nous-mêmes. Et puis pour pouvoir rencontrer l'autre, il y a des moments où on doit faire un pas de côté, un pas à côté de soi pour pouvoir s'ouvrir et accepter aussi ce mystère de la rencontre qui peut nous permettre que là où justement on avait tracé notre voie bélier, eh ben, on doit coopérer, co-créer. Et je pense que Vénus-Saturne, ça va être comment on s'engage avec nous-mêmes pour voir quelles sont les valeurs vierges, c'est-à-dire qui reflètent une pureté, qui sont peut-être essentielles, qui font partie d'un discernement qui est clé pour ne pas aller dans l'ombre de la balance. Et peut-être là où on peut, avec le sextile à Jupiter en cancer, ouvrir nos espaces de vulnérabilité, nous reconnecter aussi à cet aspect qui est très important, hein, Jupiter en cancer. Moi, j'aime beaucoup écouter la Grande Librairie, et je ne sais pas si vous écoutez aussi, mais il y avait toute la rentrée littéraire sur tous les gens qui ont écrit sur leur famille. Je me disais, c'est intéressant avec ce Jupiter en cancer aussi, toute la réflexion sur la parentalité, les parents et comment ça se reflète aussi dans l'art. Mais Jupiter en cancer, c'est aussi une sagesse qui vient de reconnecter avec nos mondes émotionnels, nos vulnérabilités, un ressenti profond. Et du coup, nous engager aussi depuis ce lieu-là. Hein. On oublie souvent qu'entre la balance et le cancer, il y a un carré. Mais le carré, c'est euh, dans le cancer, des fois, on peut rester trop prisonnier de l'émotionnel enfantin. Dans la balance, on pourrait être trop dans le compromis relationnel, un petit peu marqué par la société et les attentes. Et là, je trouve qu'il y a l'occasion avec le bélier qui s'invite dans l'équation de vraiment moi, l'autre, l'enfant en nous, la maturité de Saturne représentée dans le Capricorne. Hein, tout ça est une empreinte en plus de signes cardinaux, donc avec un signe de la balance qui ouvre l'automne, de rentrer dans cette nouvelle saison, dans cette quête d'équilibre de l'ombre et de la nuit, de nous et l'autre, euh, de nos polarités. Et pour accompagner le tout cette semaine, on a un carré Mercure qui est rentré en Scorpion avec Pluton, donc a lieu le lendemain de la pleine lune. Et là, je pense que la plus grande difficulté pour accompagner les prises de conscience de la semaine, c'est de ne pas tomber dans les obsessions de Mercure-Pluton. Alors, Mercure-Pluton, c'est pas seulement l'obsession, ça peut être aussi des révélations en lien parfois avec nous-mêmes, hein, c'est-à-dire un Mercure en Scorpion, il va nous permettre de nous libérer de certains schémas mentaux qu'on ne voyait pas, qui souvent sont des héritages, qui souvent sont des fixités. Hein. Le Scorpion est un signe fixe, pardon. Donc il peut avoir une fixité mentale sur un être aimé, sur une situation. Hein. Pluton, dans la lumière, veut nous libérer, c'est-à-dire qu'il veut nous permettre d'amener de la conscience et donc il va faire remonter aussi un matériel, c'est-à-dire peut-être certaines pensées, certaines idées, certains schémas mentaux qui étaient enfouis. Il va permettre de les voir, donc de voir là où on était fixé sur quelque chose ou fixé sur une manière de voir. Donc dans le panorama d'une pleine lune et de Vénus en Saturne, il est possible en effet que ça touche nos relations, c'est-à-dire on avait une idée fixe de comment doit être l'amour, de comment doit être la relation, de comment doit être l'engagement, de comment doit être le rapport à l'autre. Pluton peut venir créer un inconfort. Généralement, Mercure-Pluton, ça peut créer un petit peu une angoisse, c'est-à-dire que on commence à avoir des peurs, des soupçons, des méfiances. euh, on est pollué psychiquement, c'est-à-dire que on a l'impression que nos pensées deviennent parasites. Hein. Bon, ça, c'est l'ombre, mais je vous le dis parce que, comme toujours, c'est quand même le symptôme qu'on peut ressentir. Et ça ne veut pas dire non plus parce qu'on le sait qu'on ne le ressent pas. Hein. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant toujours, c'est de se dire, bon, voilà l'ombre de l'aspect, voilà le piège, on pourrait dire, du langage planétaire qui est en train de se refléter dans le macrocosme et qui peut, suivant mon thème, avoir un impact dans mon microcosme et du coup de créer un possible pour le voir différemment. Et Pluton-Mercure, ça peut vous aider à briser, alors pas au sens uranien, mais vraiment à transformer de l'intérieur une façon de penser. En plus, avec du Verseau et du Scorpion, un juste dosage entre
quand est-ce que c'est bon d'aller euh, en profondeur dans la dentelle, travailler dans notre inconscient, libérer certaines formes pensées, et quand est-ce que, avec le verso, on doit juste mettre de la conscience et surtout, on doit en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on ne doit pas mettre toute notre énergie à se dire oui, vous savez, euh, c'est parce que à chercher la cause de nos pensées, de nos idées, à essayer de comprendre et puis rester là-dessus. Non, Pluton, il vient libérer une énergie. C'est comme si vous disiez l'obsession ou la pensée ou la fixité crée une sorte de réservoir énergétique qui est mal orienté. Mais Pluton, Mercure, ça peut être la force de se dire, je vais aller étudier ça, je vais aller oser avoir cette conversation qui peut changer les choses. Vous voyez, c'est vraiment reprendre cette énergie qui était stagnante et qui devenait un monstre qu'on alimentait à l'intérieur de nous et qui nous mangeait, hein, un petit peu comme ce conte du grand-père avec son fils ou son petit-fils qui lui dit, grand-père, dans ma tête, j'ai deux, je crois que j'ai deux choses qui sont deux pensées. Donc, il y en a une qui me tire vers le bas, qui m'obsède, et puis il y en a une autre qui est plus lumineuse, et il lui dit, mais ça demande à qui tu donnes à manger. Donc là, il nous est demandé de donner à manger au loup, j'allais dire, qui veut créer, peut-être malgré un mental obsessif. Hein. Je sais que cette phrase de Luc Biget m'avait toujours beaucoup accompagnée, parce qu'il faut être un peu obsessif en plus quand on fait de l'astrologie, c'est que rien de grand n'a été fait sans obsession et Mercure-Pluton, imaginez aussi la force que vous pouvez avoir pour l'obsession. Bah, c'est la même, mais qui peut être une obsession négative, ça peut être la même force qu'on peut avoir pour étudier une matière difficile, pour apprendre des langues nouvelles, pour créer des projets, pour oser des discussions, pour clarifier une pensée, pour vraiment vous engager à structurer quelque chose. Donc voilà. Donc il y a toujours un aspect lumineux, mais qui est généralement est au même endroit que l'aspect plus difficile. Donc pour cette semaine, on va calmer l'inflammation, on pourrait dire ça comme ça. L'inflammation de la lune bélier de vouloir nous mettre en défense vis-à-vis d'autrui, inflammer, inflatuer, c'est pas du tout français, mais voyez, amplifié, voilà, par un Mercure-Pluton qui du coup va voir qu'une chose, généralement, surtout en Scorpion, la chose la plus difficile, l'obsession, le complot. Hein, il y a quelque chose aussi, Mercure-Pluton, vous êtes aussi dans toutes les théories du complot, donc vous n'avez pas envie d'être des complotistes avec vous-même ou de créer le complot ou la méfiance avant d'avoir percé à jour la vérité. Hein. Et quand même, à la fin de cette semaine, ces aspects Vénus, Jupiter, Saturne qui peuvent nous demander cette maturité, cette sagesse par rapport à nos sentiments, par rapport à nos valeurs, par rapport à cette sagesse aussi qu'il y a de respecter les espaces sacrés de chacun, de respecter nos individualités, mais de nos silences, pour reprendre cette phrase de Bobin ou de Rilke, nos secrets, mais quand même pouvoir tisser un lien équilibré. Mais c'est vrai que ça peut, avec Vénus-Saturne, nous demander de dépasser la sensation que Saturne nous punit et nous prive d'amour, d'aimabilité. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis aussi, je pense oui, à la semaine prochaine, pardon, j'ai répété. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je vais prendre le temps d'y répondre et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez une relation, pardon, une, euh, une séance sur vos relations ou sur la relation justement à vous-même en lien avec cette Vénus-Saturne, ce sera un plaisir d'aller éclairer par le prisme de, des étoiles et de ce langage vos thèmes de naissance. Je vous remercie.